Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous ne sommes pas encore au complet évidemment. 11 heures vient de passer. On va attendre une ou deux petites minutes quand même pour vraiment débuter ce webinaire et profiter de ce contenu autour des données extra-financières. On se met en mode silence avec Géraldine et puis dans une ou deux minutes, on reprend la parole. Elle est assez attendue pour les retardataires. Vous pourrez nous rejoindre en cours. Voici le cinquième webinaire autour de la thématique de la RSE. Les trois premiers avaient lieu avant l'été. Et puis pour cette rentrée, nous faisons eh bien, les trois suivants. Les trois premiers étaient sur comment engager une démarche RSE pour son cabinet. Cette fois-ci, on s'intéresse plutôt aux prestations. Comment, en tant que commissaire aux comptes, je peux proposer des prestations autour de la RSE. Moi, je me présente, je suis Ambroise, je suis chargé de communication de la compagnie et nous sommes très heureux avec la présidente Gladys Toyer de pouvoir vous proposer ces formats qu'on a confiés à Géraldine qui va pouvoir se présenter et qui va pouvoir se concentrer donc aujourd'hui sur le fait d'auditer des données extra-financières. Nous avons donc une heure devant nous, hein, comme sur chaque webinaire. On va essayer de se garder le dernier quart d'heure sur des questions qui pourraient venir. Vous avez une petite fonctionnalité question hein, sur GoToWebinar. Moi, je reste durant tout le webinaire, donc je pourrais prendre connaissance de vos questions. En fonction de la question, eh bien, soit je les garde pour la fin, soit si je trouve que c'est utile de te couper un peu, Géraldine, je me permettrai de le faire pour que tu détailles. Voilà sur l'aspect pratico-pratique. Géraldine, je te donne la parole. Ok, merci beaucoup Ambroise. Donc moi, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de ce second webinaire du mois de septembre qui est dédié aujourd'hui à l'audit des données extra-financières. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Géraldine Carbouche. Je suis basée à Montpellier et je suis consultante en RSE. J'accompagne donc les entreprises dans l'établissement de leur démarche RSE et je les conseille et les accompagne également sur tout ce qui est mise en place d'offres et d'innovation responsables, c'est-à-dire éco-sociaux conçus, puisque mon background, c'est effectivement l'entrepreneuriat, l'innovation également, l'investissement. Juste compléter ce que vient de dire Ambroise en disant qu'effectivement aussi, si vous avez d'autres questions, si on n'a pas le temps de répondre à vos questions ou si des questions qui nécessitent un petit peu d'approfondissement, n'hésitez pas à nous les communiquer. Je me ferai un plaisir de vous répondre individuellement par email. Voilà, donc sans plus attendre, nous commençons cette présentation avec un petit rappel sur la CSRD. Donc la CSRD a été mise en place par l'Union européenne dans un objectif d'harmoniser les pratiques de reporting des données extra-financières. Donc elle impose aux entreprises de plus de 250 salariés d'effectuer donc ce reporting, et ce à partir de l'exercice sur les données 2024 pour un reporting 2025.
Ça, c'est pour les entreprises qui sont déjà soumises à la déclaration de performance extra-financière. Les entreprises de plus de 250 salariés, plus de 40, qui en fait cumulent au moins 2 des critères, plus de 250 employés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de bilan, devront quant à elles faire ce reporting à partir de 2026, donc sur l'exercice 2025. Alors, les objectifs principaux de la CSRD, ils sont déjà de construire un cadre structurant et exigeant et plus exigeant que la NFRD pour l'ensemble des entreprises de l'Union européenne. Et puis, surtout, de permettre une meilleure comparaison entre entreprises, entre pays et entre secteurs d'activité également, puisque jusqu'à présent, la NFRD n'exigeait pas d'utiliser un référentiel standard pour les entreprises. La CSRD concerne 4 domaines principaux de reporting: la gouvernance, la stratégie de l'entreprise et son modèle économique, et bien évidemment tout ce qui est impact, risque et opportunité en matière de durabilité. La CSRD impose également aux entreprises de se fixer des objectifs qui seront assortis d'indicateurs de suivi. Alors, par rapport à la déclaration de performance extra-financière, la grosse différence, au-delà du fait qu'effectivement, on élargit à 50 000 € entreprise cette obligation, c'est l'introduction du concept de double matérialité, avec une emphase particulière qui est mise sur les problématiques climat, et avec l'obligation aussi de fournir un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes, alors qu'auparavant, le bilan n'était obligatoire uniquement sur les 2 premiers scopes du BGS. Alors, la double matérialité, juste un petit rappel. Jusqu'à présent, on parlait de matérialité financière, et donc le reporting concernait simplement les effets des changements environnementaux et sociétaux sur l'entreprise d'un point de vue financier. La CSRD introduit, elle, ce qu'on appelle la matérialité d'impact, à savoir quelles sont les externalités positives et négatives que l'entreprise fait subir à la société et à son environnement. La CSRD, elle implique également d'être beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus précis dans ses réponses, avec 1114 informations qualitatives et quantitatives qui devront être renseignées donc dans ce reporting. Bon, je vous laisse imaginer effectivement le travail considérable qui attend les entreprises qui vont être soumises à cette nouvelle directive. L'information, le reporting devrait être intégré dans le rapport de gestion de l'entreprise, et il devra être établi via une matrice dématérialisée fournie par l'Union européenne. Et enfin, à la différence de la DPEF, les enjeux environnementaux et plus spécifiquement les enjeux climatiques ne pourront pas être mis de côté. Ou s'ils sont mis de côté, il faudra pouvoir le justifier avec précision. Alors, pourquoi une entreprise doit-elle faire auditer ses données extra-financières? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, c'est que maintenant, la CSRD va concerner 6500 entreprises en France, et qu'elle ne concerne pas que ces 6500 entreprises, puisque ces 6500 entreprises vont embarquer également tout leur écosystème, les fournisseurs, les prestataires, et ils vont cascader leurs engagements en fait sur ces partenaires. Par ailleurs, le magazine DAF Mag considère que 2 tiers des GTI et des PME estiment que l'ESG est une opportunité de croissance, et aujourd'hui 50% de ces entreprises ont déjà engagé une démarche de reporting extra-financier. Autre point, c'est que les risques environnementaux en particulier constituent une véritable menace business pour plus de 30% des ETI et PME, et qu'on considère aujourd'hui que
pas loin de 4000 entreprises ont une exposition très élevée à au moins un des risques environnementaux. Enfin, l'importance de faire auditer ces données extra-financières, c'est également ces notations. Selon Abonis, 53% des entreprises avec une bonne gestion des risques ESG avaient une notation crédit BB ou supérieure, contre seulement 18% pour leur gestion des risques ESG, pour lesquels effectivement cette gestion des risques était un peu limite. Et sur les 500 pays, PME et ETI qui sont notés par Abonis, seules les entreprises avec une bonne gestion des risques ESG arrivent à être notées triple B. Alors, des raisons internes également pour l'entreprise, c'est de certifier ces données de durabilité. Eh bien, c'est bien évidemment de crédibiliser sa démarche RSE et sa communication extra-financière, et de montrer que l'entreprise respecte le cadre légal. Et c'est également un moyen pour l'entreprise de contribuer à l'amélioration de son système de management, puisque la RSE implique, comme on l'avait vu pendant les webinaires du printemps, de mettre en place des systèmes de reporting, des systèmes de collecte de données, des procédures, des guides, des systèmes d'alerte. Donc, ça a forcément contribué effectivement à l'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. Et puis, cet audit, il va également challenger le reporting de l'entreprise, parce qu'il va contribuer à impliquer l'ensemble des équipes de l'entreprise et des différents services dans le reporting. Il va permettre de fiabiliser également ces procédures de reporting et d'améliorer le référentiel d'indicateurs et le processus de collecte. Donc, on voit ce processus de reporting extra-financier va contribuer de façon très significative au système de management, et il va également contribuer à améliorer de façon continue la politique et la stratégie de RSE, qui est un véritable levier de performance pour les entreprises. Alors, une des raisons également de faire auditer ces données extra-financières, bien, c'est d'éviter le greenwashing, dont vous avez tous entendu parler au travers de nombreux articles dans les réseaux sociaux ou dans la presse. Le greenwashing, c'est un risque d'image très important pour l'entreprise. Ça peut être également un risque juridique et financier. Le greenwashing, qu'on appelle éco-blanchiment ou verdissage en français, eh bien, elle se définit comme une méthode marketing qui communique auprès de son public en utilisant des arguments écologiques fallacieux ou de manière trompeuse pour améliorer son image, et donc qui donne une vision déformée des faits et de la réalité, notamment en l'absence de justification scientifique ou d'explication de raisonnement scientifique. Et cela peut aussi bien passer par le fond que par la forme. Les canettes de Coca-Cola vertes sont par exemple une présentation déformée de ce qu'est le Coca-Cola pour la protection de la planète. Alors, ce greenwashing expose les entreprises à des sanctions, puisque la loi climat prévoit des amendes qui sont comprises entre 300 000 € et le montant que représenterait 80% des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique commerciale frauduleuse relative à l'environnement. C'est donc 80% versus 50% pour d'autres pratiques délictueuses. Alors, juste un petit exemple, c'est celui de Total, Total Énergie, dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias. Total Énergie a été… il y a trois organisations qui ont porté plainte contre Total Énergie. Ce sont Greenpeace, Notre Affaire à tous et les Amis de la Terre, donc, qui ont porté plainte contre Total Énergie pour une utilisation trompeuse du terme neutralité carbone et pour la promotion de soi-disant une énergie verte que sont les gaz et les agrocarburants. Le tribunal judiciaire de Paris, en mai dernier, a effectivement
reçu comme recevable cette plainte. Et nous en saurons un peu plus dans les mois prochains sur effectivement ce qui va se passer pour Total Energy par rapport à cette plainte. Alors, d'un point de vue purement business, pour un cabinet de commissaires aux comptes, intégrer l'audit des données de durabilité dans son offre, eh bien, c'est la possibilité, bien évidemment, de capter de nouveaux clients par rapport aux nouvelles exigences de la CSRD. C'est également un des moyens de retenir des clients qui, eux, vont être soumis aux obligations de la CSRD, excusez-moi. Et donc, ça permet effectivement d'éviter ce risque de non-renouvellement des mandats des commissaires aux comptes. D'un point de vue purement des collaborateurs, ça permet d'améliorer sa marque employeur et son image de marque. On sait qu'il est parfois difficile effectivement d'attirer des talents et de les retenir. Et par rapport à l'exigence de plus en plus aiguë des millénials, qui représentent quand même aujourd'hui 50% de la population mondiale. Donc, intégrer cet audit des données extra-financières est une véritable opportunité en termes de business pour les cabinets de commissariat aux comptes. Maintenant, on va se focaliser un petit peu sur qui peut auditer ces données extra-financières. Les commissaires aux comptes, ils sont autorisés puisqu'ils se conforment déjà à des normes et des contraintes très exigeantes, qu'ils répondent à un code de déontologie et à des obligations de rendre compte à un régulateur. Et ils sont dispensés d'accréditation COFRAC, ce qui a été longtemps effectivement un débat dans la profession. Donc, cette dispense d'accréditation COFRAC a été confirmée par le garde des Sceaux en fin d'année dernière. Les prestataires de services d'assurance indépendants, donc les PSAI, pourront également auditer, y compris les experts comptables qui sont membres de Filiance, mais effectivement sous certaines conditions. La première condition, c'est qu'ils soient soumis au secret professionnel et à l'obligation de révélation de faits délictueux. Ils devront également déclarer les signataires personnes physiques, ingénieurs, techniciens, et engageront leur propre responsabilité indépendamment de la responsabilité de la personne morale. Ils seront assujettis aux mêmes règles déontologiques que celles des commissaires aux comptes. Et enfin, ils devront obtenir, ça c'est une condition qui est plutôt drastique, l'accréditation COFRAC avec une vérification des conditions d'accréditation tous les 15 ans. Alors pour information, seuls 8 OTI aujourd'hui qui font effectivement de la certification de données de durabilité ne sont pas CAC. Alors, en ce qui concerne la régulation de ce nouveau métier de certification des données extra-financières, eh bien, elle sera assurée par l'H3C, qui sera renommé H2A très prochainement, à partir du 1er janvier 2024. Donc, l'H3C devient la Haute Autorité de l'Audit. L'H2A, effectivement, avec ces évolutions, va être amené à intégrer des compétences en matière de durabilité et de transformation écologique en son sein, et va également être amené à augmenter ses ressources, des ressources qui vont être dédiées à ces nouvelles missions. Il va y avoir également une modification des processus de normalisation avec 2 commissions distinctes, l'une pour l'audit financier classique et l'une pour la normalisation en matière de durabilité. Je me permets de prendre la parole, Géraldine. J'ai 2 questions qui vont un peu dans le flux de ce que tu nous dis. La première question vient de Jean-Yves Perron. Quels sont les PSAI, Bureau Veritas et autres? Merci. Alors, les PSAI, il y aura les experts comptables. Alors, je ne suis pas une spécialiste, hein, donc les avocats pourront également effectivement
effectuer des audits. Et ensuite, effectivement, tous les experts qui s'occupent effectivement, enfin voilà, de normalisation, Bureau Veritas, etc. Donc, voilà, les gens qui font déjà de la certification et qui pourront effectivement, avec l'acquisition de compétences en RSE, et sous réserve qu'effectivement ils remplissent ces conditions, pourront faire remplir ces missions d'audit. Une seconde question, combien y a-t-il d'OTI de la profession aujourd'hui? Alors pour l'audit des données extra-financières, il y en a 36, enfin je crois que c'est des données à fin 2022. Aujourd'hui, il y a 36 OTI qui déclarent être en mesure effectivement de faire du reporting extra-financier. Je pense que ce nombre va être amené à augmenter de façon significative dans les prochains mois et les prochaines années. Dernière question. Enfin, essentiellement des gros cabinets, hein, c'est des EY, PwC, Deloitte, etc. Mais il y a également des cabinets de plus petite taille qui ont intégré cette nouvelle mission. Une dernière question. En tant que CAC, il n'y a pas besoin de formation? Point d'interrogation. Alors, on verra, il y a besoin d'une formation, bien sûr, pour auditer des données de durabilité. On va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, les explications seront données dans les prochaines slides. Merci Géraldine, je te laisse reprendre le fil de ta présentation. Il n'y a pas de souci. Alors, je disais que donc, la H2A comptera 2 instances distinctes et une commission de sanctions qui sera complètement indépendante avec 5 autres membres qui seront nommés par décret. La nomination des CAC pour ces nouvelles missions, elle sera réalisée selon les mêmes modalités que les missions classiques de certification des comptes, donc lors d'assemblée générale pour un mandat de 6 ans. Et là, effectivement, il y aura une ouverture proposée par le DAX pour les modalités de transition, c'est-à-dire pour les entreprises, effectivement, qui vont notamment intégrer la CSRD, qui vont être dans l'obligation d'intégrer la CSRD à partir de 2026, donc sur les données 2025. Dernier point, un point très important pour votre profession, c'est que la CNCC et Filiance ont rédigé un avis technique qui va permettre dans les premiers mois et les premières années d'accompagner donc les OTI dans ce nouveau métier et surtout qui va les amener à comprendre le niveau de détail qui va être attendu pour ces certifications des données extra-financières. Je vous encourage et je vous encourage vivement à aller sur Internet. Cet avis technique est disponible en français et en anglais. Vous trouverez rapidement, si vous le souhaitez, je vous enverrai l'adresse par email, je l'enverrai à Ambroise. Alors voilà, les prérequis. Alors n'importe quel commissaire aux comptes ne pourra pas bien évidemment faire des audits de durabilité. Il devra justifier quand même de compétences et de connaissances sur la RSE et sur la CSRD, enfin les obligations de reporting. Donc il faudra bien évidemment pour un CAC qui propose ce type de mission se former à la RSE et pas que sur les aspects techniques. Les formations certifiantes seront, à mon avis, effectivement, souvent requises avec une évaluation régulière des compétences en matière de RSE et de cadre réglementaire de reporting. Une des possibilités également pour un cabinet, c'est de recruter un collaborateur qui a déjà la compétence RSE, reporting extra-financier, qui a déjà fait par exemple de la DPEF et bien évidemment une compétence en commissariat aux comptes. Ce sont des profils qui sont plutôt rares et qui ont déjà plus ou moins été captés par les gros cabinets, mais voilà, il y a des gens qui se forment à ça, donc il y a encore un peu un vivier qui existe.
Une autre possibilité, c'est de recourir à des experts RSE. La RSE, c'est quelque chose de très systémique, très transversal, avec beaucoup de métiers différents, que ce soit des métiers qui sont liés au climat, à l'énergie, à l'éthique, etc. Donc, ça sera également une possibilité pour les CAC. C'est bien évidemment une solution que je recommande en tant que consultante RSE, que je recommande vivement. Des exigences aussi pour les CAC, ce sera de procéder à une veille réglementaire régulière sur les questions RSE. Voilà, il y a une autre façon, effectivement, c'est d'intégrer soi-même dans son cabinet une démarche RSE, parce que c'est la pratique, dans la pratique qu'on apprend aussi beaucoup. C'est de s'outiller et de s'entraider entre pairs via effectivement les organisations professionnelles régionales ou nationales. Ça, je pense que ça sera quelque chose de très important pour le futur. Et puis, bien évidemment, c'est de mettre en pratique et puis de valoriser aussi son positionnement dans le domaine de la durabilité et de l'expertise des données extra-financières. Alors, en ce qui concerne le process global de certification, il est assez classique. En fait, il reprend en fait ce que vous avez l'habitude de faire dans vos travail de certification des comptes. La première étape, c'est l'étape de lancement de la mission, où le commissaire aux comptes va prendre connaissance de la société, de son organisation, de ses activités, son modèle d'affaires, bien évidemment des risques, de la stratégie, de la politique RSE, des politiques de ressources humaines mises en place, et puis également de l'organisation du reporting, s'il existe, dans l'entreprise, avec les procédures, les indicateurs qui ont été choisis, etc. C'est lors de cette phase également que le commissaire aux comptes va analyser les risques. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, et puis, va effectivement avoir un pré-engagement, bien évidemment la définition de la modalité de l'intervention avec les paramètres des travaux, la planification et la lettre de mission in fine. La seconde étape, c'est une revue de conformité où le commissaire aux comptes aura pour mission de vérifier la présentation et la cohérence des éléments. Il va prendre également connaissance des méthodologies d'identification des risques et de mise à jour des modèles d'affaires. Et puis, voilà, une revue de présence des thématiques obligatoires qui sont intégrées donc dans la CSRD. On parlera un petit peu plus tard des ECRS, puisqu'effectivement, il y a quand même un travail très thématique. Pour chaque thématique, le commissaire aux comptes sera amené effectivement à réaliser son travail. Troisième étape, la revue de sincérité, où le commissaire aux comptes va évaluer les principales informations de la déclaration extra-financière, avec des tests de détail, des revues analytiques de données, des entretiens et bien sûr des revues documentaires. Une revue des procédures de collecte de l'information et des référentiels qui sont utilisés, et la revue du périmètre de publication, et qui sera suivi des ajustements. Quatrième étape, la relecture et les examens des résultats, et puis l'émission du rapport de vérification avec la synthèse et bien évidemment assortie de constats et de conclusions, donc un processus assez classique. Alors, on va parler des premiers pas parce qu'effectivement, c'est quand même un métier tout nouveau pour les commissaires aux comptes. Et ça, j'ai repris un petit peu les commentaires de l'H2A, parce que moi, je suis moi-même pas commissaire aux comptes. Les professionnels, on sait très bien qu'effectivement, c'est un exercice qui va être nouveau pour beaucoup d'entreprises, qui va nécessiter des évolutions drastiques. Hein. Quand on passe de la DPEF à la CSRD, il y a quand même beaucoup d'évolutions. Donc, l'OTI aura plus un rôle dans les premières années, un rôle d'accompagnement dans une démarche de reporting RSE, plus qu'un rôle de contrôle.
Son rôle également, ça sera d'encourager les différents services à travailler ensemble, notamment les services financiers et les services qui sont en charge de la RSE. Et il ne faut pas perdre de vue pour un commissaire aux comptes que l'objectif, c'est de produire une information comparable et fiable. Et là, il y a un rôle également d'orientation et de conseil qui sera important pour l'auditeur. Donc, on peut dire effectivement que les premières années, pour un commissaire aux comptes, ça sera plus effectivement d'apporter des observations qui eux-mêmes généreront dans les mois ou les années qui viennent de véritables changements de comportement, de méthodologie, etc. pour le reporting extra-financier. Géraldine, je me permets de reprendre un petit peu la parole. Oui. Une question très précise, c'est quoi Filiance? Filiance, alors c'est l'organisme qui fédère effectivement tous les organismes de normalisation, experts comptables, enfin pour ceux qui sont affiliés à Filiance, voilà, AFNOR, Veritas, voilà, c'est cet organisme-là qui c'est l'H2A de tous ces organismes de normalisation et de certification. Et une autre précision plutôt cette fois-ci, Monsieur Gégard qui nous dit hier à la journée CSRD de la CNCC à la Maison de la Chimie, il a été annoncé une obligation de 90 heures de formation pour les CAC. La compagnie lance le programme de formation dès novembre. Ah, ben voilà une très bonne nouvelle. Oui, ben il est clair qu'effectivement, 90 heures, c'est quand même une sacrée formation, mais je pense qu'effectivement, c'est absolument nécessaire. C'est un sujet quand même qui est très complexe, hein, surtout au niveau réglementaire. Et la CSRD est, pour ceux qui auraient la volonté d'intégrer cette nouvelle mission dans leur offre, est très compliquée. C'est très Union européenne, donc c'est extrêmement compliqué. Ça va se compliquer un peu plus, notamment avec les ESRS sectoriels. Donc, 90 heures, oui, à mon avis, ça ne sera pas trop pour effectivement… voilà. Mais je n'étais pas informée de cette information, mais je considère ça comme une très bonne nouvelle. Oui, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité très chaude, donc forcément, il y a des choses qui bougent là, jour après jour. Et puis une question, bonjour, doit-on faire une lettre de mission spécifique à l'audit RSE? Alors, je pense que ça s'intègre si vous faites l'audit des comptes de l'entreprise, c'est une partie, je pense, ça s'insère directement dans la lettre de mission. Après, il peut y avoir des lettres de mission spécifiques uniquement pour de la certification de données extra-financières. Et ça, je vous encourage, pour ces détails techniques, à vous rapprocher effectivement du futur H2A sur ces aspects techniques, parce que les modalités… Alors, la transposition de la CSRD n'est pas, à l'échelle des États, n'est pas encore réalisée. Et cet avis technique, il n'est pas encore… Enfin, ça reste un avis technique avant transposition. Donc, je pense qu'il y aura un énorme travail aussi de normalisation, etc., qui va être fait dans les prochains mois et dans les mois qui arrivent. Donc, je ne pourrais pas vous donner, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, il faudra voir dans le rapport technique de spécifique. Enfin, voilà, c'est encore un travail en cours. Hein. Et je pense que ça va aussi évoluer en fonction de la transposition de la CSRD au niveau national. Voilà. Je poursuis. Alors, sur cet avis technique, voilà, avis technique de l'H2A qui effectivement est, je vous recommande véritablement la lecture. Cet avis technique, il a pour objectif de fournir des lignes directrices aux professionnels, aux OT, aux commissaires aux comptes, en attendant l'adoption de la norme. Cette norme n'est pas encore adoptée au niveau national. Donc, c'est encore quelque chose de provisoire qui va être complété et précisé. Et c'est rassurer également le marché et d'expliquer clairement ce qui est attendu par le régulateur.
Et il faut savoir que cet avis technique, il est basé sur les règles de l'Union européenne, qui sont des règles exigeantes et très ambitieuses, mais qui tient également compte des travaux de l'International Audit and Insurance Standard Boards, dans l'objectif effectivement d'un reporting harmonisé au niveau international, mais tout en gardant effectivement, voilà, en veillant à s'écarter peu des objectifs de l'Union européenne. Et enfin, cet avis il est basé sur une mission d'assurance limitée, sachant que les prochaines années, on devrait effectivement passer d'une assurance limitée à une assurance raisonnable dans les prochaines années. Alors, cette note, elle indique également quelles sont les attentes vis-à-vis du certificateur. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, le rôle du certificateur, ça sera de vérifier que les informations répondent aux critères de pertinence, de représentation, de fidélité, de comparabilité, de vérifiabilité et de compréhensibilité. Excusez-moi. Et puis, le certificateur aura également pour rôle de comprendre la façon dont l'entreprise anticipe de façon prospective toutes les questions de durabilité dans l'évolution de son activité, de son modèle et sa stratégie. Et ce qui est attendu, du vérificateur, eh bien, c'est qu'il mette en œuvre des travaux qui permettent de conclure qu'il n'y a pas identifié d'inexactitude dans les informations qui auraient une importance et qui pourraient remettre en cause la conformité des informations avec la directive CSRD, y compris les normes ESRS, et ou la conformité du processus pour déterminer les informations à publier selon ces normes. La conformité avec l'exigence de balisage des informations et ou le respect des exigences de publication de ces informations qui sont prévues par le référentiel. Alors, je voudrais, par rapport à cet avis technique et par rapport aux exigences effectivement de cette nouvelle directive de reporting, faire un focus sur des points, quelques points importants. C'est d'une part le recours à des experts ou à des travaux d'un tiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, la RSE, c'est quelque chose de très systémique qui nécessite de nombreuses expertises pointues. Et même avec 90 heures de formation, eh bien, il sera impossible pour un CAP de tout maîtriser puisque la RSE et l'ESG abordent des sujets aussi variés et complexes que le climat, les énergies, la taxonomie, la biodiversité, l'anticorruption, etc. Et il est fort à parier que les commissaires aux comptes aient nécessité de recourir à des experts ou les travaux d'un tiers. Et donc, le rôle de l'expert comptable sera alors de vérifier, bien sûr, l'indépendance de l'expert vis-à-vis des travaux qui seront donnés et de vérifier, bien évidemment, la compétence professionnelle et la réputation de ce partenaire. Il sera également prévu d'évaluer le caractère suffisant et approprié des travaux et ensuite, bien évidemment, de définir, de déterminer de façon précise la nature et l'étendue des travaux qui doivent être, bien évidemment, circonscrits à un domaine et à un champ particulier, à une durée particulière. Donc ça, c'était un point important. Et un des points importants et qui est le point de la CSRD, c'est de pouvoir appréhender ces problématiques de parties prenantes et de matérialité, puisque c'est vraiment la base de toute politique RSE et donc de toute politique de reporting extra-financier. Donc, le rôle du commissaire aux comptes et de l'OTI, de façon générale, ça sera d'une part de vérifier que l'entreprise a identifié ses parties prenantes internes et externes, en utilisant par exemple certaines méthodologies comme la cartographie des parties prenantes. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ce travail. Et puis, de définir la matérialité de l'entreprise. Alors, je vous rappelle, et ça c'est le concept de double matérialité, qu'il existe donc cette matérialité financière qui était ce qu'on appelle la matérialité simple, c'est-à-dire quel va être l'impact des changements environnementaux
sur l'entreprise et plus spécifiquement des changements climatiques, et de voir effectivement comment sont pris en compte comment est déterminée cette matérialité financière, étant entendu que cette matérialité sera pertinente à partir du moment où elle déclenche des effets financiers significatifs sur l'entreprise. Et puis donc la matérialité d'impact. Moi, en tant qu'entreprise, quels sont mes impacts environnementaux et sociétaux, et ce pour chacune des questions de durabilité qui sont couvertes par les ESRS thématiques. Alors, juste un petit rappel sur ces ESRS, donc European Sustainability Reporting Standard. Vous avez cette classification avec les normes transversales, les normes thématiques qui abordent donc les trois l'ESG, donc les questions environnementales, climat, pollution, eau et ressources marines, biodiversité, écosystème, utilisation des ressources et économie circulaire. Sur l'aspect social et sociétal, c'est la main-d'œuvre propre à l'entreprise, les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées et les utilisateurs et consommateurs finaux. Et puis, le dernier volet, le volet gouvernance, sur donc la conduite des affaires, sachant que ces ESRS vont être complétés par des ESRS sectoriels. Donc, on aura une seconde couche de complexité. Pour le commissaire en compte, un des gros travaux également, ça sera de pouvoir évaluer comment l'entreprise mesure ses impacts, risques et opportunités face aux questions de développement durable, et plus particulièrement la nature de ces risques par thématique. Qu'est-ce que va impliquer le réchauffement climatique, qu'est-ce que va impliquer les problèmes de dépendance par rapport à une matière première qui devient pénurique, par exemple. Et cette nature du risque devra être elle-même associée à la probabilité d'occurrence de ce risque et de ses opportunités. Et puis, troisième point, c'est l'ampleur de chacun de ces risques, l'ampleur de l'impact financier de ces risques et de ces opportunités à court, moyen et long terme. Alors, pour information, Deloitte a fait une petite étude qui considère qu'aujourd'hui, 41% des entreprises pensent ne pas avoir l'organisation nécessaire pour faire face aux risques RSE futurs. Donc, il y a un gros travail à mener en interne des entreprises. Point important également, c'est le règlement taxonomie. Juste un petit rappel, on l'avait vu lors de notre webinaire de la semaine dernière. La taxonomie, c'est une classification des entreprises qui classe en fait les activités associées à de la durabilité de ces activités au regard des 6 objectifs environnementaux de la Commission européenne qui sont mentionnés sur cette slide, et avec effectivement deux objectifs prioritaires qui sont les objectifs climatiques, donc l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, qui font l'objet d'un reporting depuis 2022, et les 4 objectifs qui devront faire l'objet d'un reporting dès 2024. Donc cet aspect de règlement taxonomie devra être intégré dans le reporting extra-financier avec la détermination des activités éligibles qui contribuent à ces 6 objectifs environnementaux. Et cette contribution, elle sera mesurée au travers du chiffre d'affaires, des OPEX et des CAPEX de l'entreprise. Et elle nécessitera également un travail pour déterminer si l'entreprise est alignée sur ses activités économiques. Donc, il devra y avoir une contribution à ces 6 objectifs, tout au moins au démarrage sur les objectifs climatiques. Mais également, il faudra que ces activités économiques ne puissent pas nuire aux autres, avoir un impact négatif sur les autres objectifs. Il faut que l'entreprise également respecte les droits fondamentaux
de l'homme, les droits du travail, etc. Et il faudra que l'entreprise soit en mesure également de pouvoir justifier de la conformité de ces données par rapport au règlement de la taxonomie. Un petit point, je regarde l'heure parce qu'il est déjà 11h45 et que... Alors, sur les sanctions, qu'est-ce qui se passe effectivement si l'entreprise ne rend pas son reporting CSRD ou si effectivement ce rapport n'est pas complet, mal rédigé ou si on a... Eh bien, jusqu'à présent, dans la déclaration de performance extra-financière, il n'y avait pas de réelle sanction, simplement des risques d'image. Dans la CSRD, ces sanctions devraient être devraient être plus importantes. L'Union européenne dit que ces sanctions devraient être effectives, proportionnées, dissuasives. Donc, ça reste encore quelque chose d'assez nébuleux. Et ces sanctions, elles pourraient prendre différentes formes. Des déclarations publiques qui indiquent la nature de l'infraction et la personne qui est mise en cause. Des sanctions pécuniaires qui sont proportionnelles aux profits qui auraient été perçus grâce à l'infraction et qui sont également proportionnelles à la solidité financière de l'entreprise. Et puis, des émissions d'une ordonnance de cessation de l'activité qui est liée au domaine de l'infraction. Alors, il faut savoir que ces sanctions devraient être définies dans les prochaines semaines et les prochains mois par chaque État membre, de même que les pénalités financières qui pourraient les accompagner. Donc, on a encore beaucoup de travail sur la CSRD. Voilà, je voudrais finir ce webinaire en abordant l'offre durabilité pour les CAC. Alors, j'ai un peu listé ce qui pourrait être proposé effectivement par les commissaires aux comptes. Bien évidemment, c'est l'audit réglementaire des données extra-financières avec l'arrivée de la CSRD et puis également le nombre croissant de sociétés à mission. C'est un thème qu'on va aborder lors de la semaine prochaine, jeudi prochain, qui connaissent un grand succès. Donc, voilà, c'est effectivement aussi la validation du rapport sur les émissions de carbone. Les audits de fournisseurs également, c'est un point important puisque dans beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises manufacturières, elles sont amenées à auditer leurs fournisseurs pour respecter une chaîne vertueuse sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. C'est des attestations de conformité, de sincérité, d'une donnée extra-financière ou d'un processus, voilà, pour vérifier s'il respecte les procédures du client, d'un investisseur, d'un banquier. C'est également l'audit et la certification de l'exécution d'objectifs sociaux ou environnementaux. Et puis, c'est l'audit des obligations vertes, green bonds ou sociales, les social bonds. Et puis, et là peut-être qu'on va faire un focus là-dessus, les audits volontaires, puisqu'il y a également des entreprises, pour multiples raisons, qui souhaitent avoir recours à un organisme tiers indépendant pour certifier leur démarche RSE. Alors, la première étape pour un commissaire aux comptes, bien évidemment, ça va être de cibler son marché et de cartographier en premier lieu quelles sont les entreprises qui vont être susceptibles d'être concernées. Alors, bien évidemment, il y a celles qui sont déjà soumises à la DPEF et celles qui vont être amenées à avoir des obligations vis-à-vis de la CSRD. Ce sont également les entreprises qui affichent une politique RSE, des entreprises engagées, voire des associations aussi qui effectivement peuvent avoir ce besoin-là. Ce sont toutes les entreprises qui ont des activités avec un risque climatique ou des risques sociaux forts. Et voilà, donc c'est principalement ces entreprises qui pourraient être adressées. Pour un commissaire aux comptes, eh bien, après avoir fait cette infographie, c'est d'essayer bien évidemment de pouvoir avoir un rendez-vous préliminaire et d'entamer ce dialogue ESG avec le prospect. Et ce dialogue, il peut se construire sur la base de questionnaires et bien évidemment sur la base d'entretiens libres.
Donc, cette étape, les premiers, je dirais que les premiers contrats du commissaire aux comptes engagent un diagnostic RSE. Et ce diagnostic, il est important pour identifier les points forts, qu'est-ce qui est déjà fait, parce que toutes les sociétés font de la RSE, même si elles ne vont pas formaliser, et pour voir quels sont les leviers sur lesquels l'entreprise peut jouer pour améliorer son impact. Le diagnostic se fait en abordant généralement les 7 grandes thématiques de la norme ISO 26000, gouvernance, droits humains, conditions de travail, environnement, les bonnes pratiques des affaires, les questions relatives à la concurrence et à l'engagement sociétal. Et la profondeur et la granularité de cet audit, il va dépendre bien évidemment des objectifs qui sont poursuivis par l'entreprise et son degré d'engagement dans une démarche RSE. Et pour faire cet audit, donc, on peut disposer d'outils en ligne et bien évidemment aussi la revue des documents ou des process est un élément important, et l'entretien qualitatif aussi, qui est une véritable clé. Alors, je vous ai mis là juste sur la salle 2 outils, par exemple des outils en ligne, hein, l'Impact Score qui a été créé par le mouvement Impact France, ou le DIAG RSE, qui est un outil qui a été développé par la FNOR, mais il en existe un grand nombre. Alors, en ce qui concerne l'entretien qualitatif avec les prospects, les questions qui peuvent être posées donc concernent sur le volet stratégie, risque et opportunité, c'est déjà effectivement d'avoir une idée sur le degré de connaissance de l'ESG, RSE, durabilité pour l'entreprise, et est-ce que l'entreprise se sent concernée par ces sujets. Quels sont les enjeux majeurs pour l'entreprise sur ces différentes dimensions RSE. Est-ce que c'est des enjeux en termes de réputation, de marque employeur, des enjeux réglementaires, organisationnels, environnementaux. Et le travail également lors de ce diagnostic, c'est de déterminer si les réglementations environnementales impactent ou actuelles et à venir peuvent impacter l'activité de l'entreprise. Voilà. Et puis, voir aussi si l'entreprise a construit un cadre de valeur et comment ce cadre de valeur est aujourd'hui communiqué et assimilé par ses collaborateurs. Et enfin, on peut focaliser aussi l'entretien sur des enjeux particuliers, sur la rétention des talents. On sait que sur certains secteurs d'activité, c'est une vraie préoccupation, hein, en informatique, par exemple, où la pénurie, sur la qualité de vie au travail, la gestion des risques psychosociaux, etc., en fonction des thématiques prioritaires qui ont été définies par l'entreprise. Et puis, pour aller plus loin, effectivement, on peut voir à quel point l'entreprise a ou n'a pas identifié et évalué ces risques ESG. Sur les questions environnementales, les questions peuvent être également multiples. Est-ce que déjà l'entreprise est soumise à des réglementations environnementales particulières? Est-ce qu'il y a certains enjeux environnementaux qui concernent directement l'entreprise? Alors, ça peut être les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'énergie, la ressource en eau, etc. Et est-ce que l'entreprise a le souhait de suivre ses objectifs environnementaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la facture d'eau ou de la réduction des déchets. Et puis, seront abordées également de façon aussi qualitative toutes les questions sociétales sur les difficultés, par exemple, rencontrées ou pas par l'entreprise pour recruter, sur les solutions également de partage de la valeur. Est-ce qu'il y a des primes d'intéressement, des participations, un actionnariat salarié? Et puis, tout un aspect également sur la santé et la sécurité au travail, le dialogue social,
la mixité, la prévention des risques psychosociaux, le harcèlement, etc., pour savoir si effectivement l'entreprise a déjà mis des choses en place ou si c'est un chantier qui l'attend. Et puis, enfin, les questions marché. Est-ce que l'entreprise rencontre des difficultés d'accès au crédit? On sait que maintenant, effectivement, les banques ajoutent de nombreux critères RSE pour accorder des prêts. Est-ce que l'entreprise a des lignes financières importantes? Il va falloir renégocier prochainement avec les financeurs. Et puis aussi des aspects sur le départ des collaborateurs. Est-ce qu'il y a effectivement eu des loupés ou des opportunités de recrutement au profit de concurrents? Donc ça, c'est des choses aussi qui sont importantes de pouvoir aborder. Et puis les questions voilà, est-ce que l'entreprise est informée des pratiques de ses concurrents en matière de benchmark et de reporting extra-financier? Voilà, un peu les questions qualitatives qui peuvent être développées lors d'un entretien avec un prospect. Et puis, donc, je voulais aussi parler d'audit volontaire. Alors, beaucoup d'entreprises essayent d'obtenir un label RSE, et il existe une multitude de labels. Là, je crois qu'on dénombre à peu près une quarantaine de labels, qui sont des labels effectivement généralistes, hein, comme le label UCI 26000 ou le PME plus engagé ou le label AFNOR engagé RSE, des labels thématiques hein, qui vont s'intéresser à une partie de l'activité numérique responsable ou une partie Great Place to Work pour effectivement l'accueil des labels qui sont plus sur des dimensions écologiques. Et puis des labels qui sont purement sectoriels, qui vont s'intéresser au bâtiment, au tourisme, voilà. 40 labels. De plus en plus d'entreprises essayent effectivement de concrétiser leur démarche RSE et de crédibiliser leur démarche RSE par un label. Il faut savoir que la plupart de ces labels vont amener à des audits de suivi, généralement entre 1 an et 1 an et demi, par des organismes comme l'AFNOR, Veritas, RSEVAL ou EcoCert, et que beaucoup d'entreprises vont être amenées à se faire auditer à blanc avant le passage du certificateur AFNOR ou Veritas. Donc ça, c'est également une offre intéressante pour les commissaires aux comptes de pouvoir effectivement proposer ces audits blancs. Et puis, il y a également beaucoup d'entreprises qui demandent une notation EcoVadis. Alors, EcoVadis, c'est une plateforme qui recense 100 000, je crois, entreprises et qui doit faire une notation RSE de chaque entreprise. Et c'est un outil qui est utilisé beaucoup par les grands comptes pour avoir une notation de leurs fournisseurs ou de leurs prestataires, pour savoir si effectivement il y a un degré de confiance par rapport à ce prestataire et ce fournisseur ou à ce futur prestataire ou fournisseur. Et donc ça, il peut y avoir également pour les commissaires aux comptes une action pour certifier ces données EcoVadis. Et puis, les audits hors label sont également possibles, même s'il n'y a pas une recherche de labellisation. La CSRD prévoit, je pense à partir de 2027-2028, ça n'est pas encore très clair concernant le calendrier, la possibilité pour les petites entreprises de moins de 50 salariés sur le référentiel CSRD des petites PME cotées, de pouvoir fournir un cadre et un référentiel qui permettra donc à certaines entreprises sans label de pouvoir crédibiliser, de faire certifier et crédibiliser toute leur démarche RSE. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Il est quelle heure? Je regarde. Ambroise, je te laisse reprendre la main. 11h59.
Il me Ouais, reste. alors Géraldine, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Il est encore temps hein, si vous voulez écrire vos questions. C'est vrai que tu y as répondu aussi au fur et à mesure, donc c'est ce qui explique qu'il y a peut-être moins de questions sur cette fin de webinaire. On vous laisse quelques secondes pour rédiger une question. Alors, sachant qu'effectivement, voilà, il y a toujours cette possibilité de venir me poser via Ambroise ou via Sandrine Coude, voilà, les questions et je répondrai avec du détail, avec plus de détail dans la journée ou enfin d'ici la fin de la semaine en tout cas. Alors, juste pendant que peut-être certains posent des questions, oui, vous parlez du webinaire, du dernier webinaire donc, du mois de septembre sur les sociétés à mission. Je vous encourage bien évidemment à participer à ce webinaire, puisque les sociétés à mission voilà, connaissent un succès grandissant. Moi, je le vois dans mon activité quotidienne et que donc on abordera donc le pacte la loi Pacte et les sociétés à mission et l'audit des sociétés à mission, qui font partie de ces audits réglementaires pour toute société qui intégrerait sa raison d'être et ses objectifs de développement durable dans ses statuts. Tout à fait. C'est la semaine prochaine, même jour, même heure. Nous avons un merci, un bravo pour cette initiative de la compagnie, de la part de Monsieur Gégard. Eh bien, merci à vous d'avoir participé. Il n'y a pas d'autres questions, donc voilà, ça veut dire que tu as fait le job, Géraldine. Donc oui, en effet, on vous invite la semaine prochaine. Et aussi, n'oubliez pas l'assemblée générale de votre compagnie qui a lieu vendredi 13 octobre, pas très loin d'Agen, c'est au Stelcia, c'est à Villeneuve-sur-Lot, c'est à 40 minutes d'Agen. On a des super intervenants, un aventurier qui s'appelle Mathieu Tordeur, qui nous parlera justement de son rapport au monde, au climat. Et puis aussi Fabien Pelouse, c'est d'actualité hein, avec le mondial de rugby, ancien capitaine de France. L'ouverture de la billetterie hein, est là, ça y est, vous pouvez vous inscrire. Vous avez toutes les infos sur notre site de la CRCC et si vous êtes inscrit au newsletter, vous avez reçu l'invitation. Voilà, et ben merci encore Géraldine. Et puis on vous souhaite un bon appétit. On espère vous revoir la semaine prochaine pour ce La semaine dernier prochaine. volet de webinaire RSE. Au Merci revoir. beaucoup, bon Merci appétit et bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.